Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Microsoft et Xbox. Pour cet épisode 222, nous sommes deux. Voilà. Bonsoir Richard. Mais c'est les meilleurs. C'est ça, les meilleurs, toujours fidèles au poste. Bon, on pense que Florian est perdu quelque part entre deux entrepôts Decathlon. Qui sont sans doute dans leur baignoire. Peut-être en train d'avoir des fuites dans sa baignoire. Ouais, ou dans sa baignoire. C'est possible. Allez, ce soir pour cet épisode 222, on va vous parler Windows. Bien sûr, comme d'habitude, on parlera un petit peu de l'actualité Microsoft. On terminera par quelques informations en lien avec les Xbox. Richard, sans plus attendre, on passe à Windows 11. Richard, pour commencer, tu te rappelles que Florian nous avait parlé des publicités qui étaient apparues sur sa version Insider de Windows 11 ? Oui, d'ailleurs, il avait eu beaucoup de succès avec cette news. Oui, je crois qu'il a eu quelques centaines de notifications, voire peut-être des milliers. Bref, il était un petit peu lassé d'être tout le temps mentionné. Et je sais pas si tu as vu, mais Microsoft a communiqué officiellement par le biais de Brandon Leblanc pour signaler que ce qui avait été vu n'était à la base que pour des personnes qui faisaient partie du cercle interne de Microsoft et que ce n'était pas du tout censé sortir en version publique. Je sais pas si on peut y croire ou si c'était un essai qui a un petit peu foiré. Je sais pas ce que t'en dis. Bah, je sais pas quel serait l'intérêt pour une personne de s'amuser à faire ça. Je veux dire, qui rajoute des petits jeux à l'intérieur de Word cachés dans Excel ou ce genre de choses, là je comprendrais. Mais s'amuser pour cacher des pubs, bon, on n'y croit pas trop, quoi. Ben, on est d'accord. On est assez d'accord. Donc bon, il semblerait que Microsoft ait définitivement enterré cette idée de cette manière-là. Je pense que c'est tant mieux. Moi, je retrouvais ça quand même assez malvenu de la part de Microsoft de mettre des pubs de cette manière. Ouais, mais je pense qu'il n'est pas enterré très profond. Hein. Non, ils vont essayer de trouver une manière de remettre des pubs autrement. Ouais, peut-être dans les widgets ou quelque chose comme ça. Oui, absolument, ouais. Il y a plein d'endroits où on peut le faire. Oh oui, il y a plein d'endroits. Sur un navigateur web. On a ça quand tu te connectes sur Outlook aussi. T'as quand même des publicités qui apparaissent. Ouais. Si t'as pas la version complète. Un autre sujet peut-être plus intéressant, Richard, c'est la sortie de la prochaine grosse mise à jour de Windows 11, dont le nom a fuité. Hein. Vous vous rappelez peut-être de Sun Valley, qui était une des dernières mises à jour majeures de Windows 10. Cette fois-ci, ce sera Sun Valley 2. Donc mise à jour majeure qui devrait sortir fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, et qui va proposer une multitude de nouvelles fonctionnalités. Alors, existence de nouvelles fonctionnalités que l'on connaît grâce aux versions Insider, mais on sait, Richard, que parfois tout ce qui est dans les versions Insider ne sort pas en version grand public, hein, et qu'il y a du tri qui est fait. Mais bon, il y a quand même une majorité de choses qui devraient arriver. Si on se souvient, il y a le nouveau menu démarrer, le nouveau multitâche et le gestionnaire des tâches amélioré. Pour les tablettes, on aura une optimisation aussi du fonctionnement, une nouvelle barre de tâches qui est pensée pour le tactile. Et enfin, on peut penser que sortiront les onglets dans l'explorateur, mais aussi la connexion obligatoire à un compte Microsoft quand on veut avoir une session sur un ordinateur avec Windows 11. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui râlent après de la connexion obligatoire à un compte Microsoft pour lancer ta session ? Oui, mais oui, non. À la limite, que j'ai besoin d'une session, d'un compte Microsoft pour me connecter, je veux bien. Mais je voudrais pouvoir choisir celui que je veux utiliser, quoi. Donc, par exemple, quand on a un compte Microsoft 365, là, moi, je l'avais installé avec un compte non Microsoft 365. Donc, toute autre possibilité, par exemple les widgets, de pouvoir utiliser mon compte 365, c'est impossible, quoi. Donc moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir au moins avoir la possibilité de switcher. Alors on peut avec Edge, oui. On peut faire des choses avec Edge, oui. mais c'est pas forcément très très simple, pas forcément aussi très stable entre guillemets, puisque par exemple si tu utilises un compte Microsoft sur ton onglet Edge de façon usuelle, si tu cliques sur un widget avec un lien vers une publicité
de MSN, bah, il t'ouvre la session dont il a envie, qui n'est pas forcément celle sur laquelle tu étais en train de travailler. Bon, c'est des petits trucs qui sont un petit peu pénibles comme ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'utilise ça pour le boulot où j'ai j'ai 3 versions du navigateur avec chacune un compte différent relié dessus pour synchroniser tout ce qui est raccourci, les collections, ce genre de choses. Comme ça, c'est facile quand tu passes d'une machine à une autre. T'as juste à être connecté sur ton navigateur. Et pareil, c'est vrai que lorsque j'ouvre des liens, ils s'ouvrent pas forcément toujours avec le même navigateur. Alors j'ai pas réussi encore à trouver la logique de ce qui se faisait. Mais il doit bien y en avoir une quelque part, sinon... A priori, c'est le dernier compte que tu as utilisé qui l'utilise. Mais je te dis, par exemple, pour les pubs MSN, là, ou pour voir la météo, ce genre de choses, c'est celui de ton compte Windows. Uniquement, ouais. C'est bizarre. Ouais. Peut-être dans une future mise à jour, hein, quand Microsoft aura autre chose à faire. N'aura plus autre chose à faire, pardon. Oui, moi il y a une chose quand même que j'aimerais bien qu'il corrige, c'est l'histoire de l'explorateur et de pouvoir, tu sais, quand on a une application qui est plein écran et on veut switcher sur une autre. Oui. Moi, une fois sur deux, ça veut pas switcher, quoi. Et c'est vraiment très très pénible. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Quand tu fais le Alt-Tab pour basculer d'une appli vers l'autre, tu es obligé de le faire 2 fois pour que ça marche. Oui, non, moi, des fois, c'est carrément... Je le fais uniquement avec la souris, là, quand j'essaye en bas là, de cliquer dessus. Bah, je clique une fois, je clique 2 fois, il me fait bip, bip. Ouais. D'accord. C'est très, très pénible. Oui, c'est un peu dommage... Oui, c'est quand même quelque chose de basique, ça. C'est pas une fonctionnalité hyper avancée. Alors, je crois que tu as vu, toi, une news qui vraiment va nous mettre en haute définition. Oui, je suis maintenant le spécialiste Clipchamp, reconnu. Donc tu peux nous redire à quoi ça sert Clipchamp rapidement ? C'est un éditeur vidéo, donc qui vous permettra de faire des montages vidéo, remplaçant l'ancien Microsoft Movie Maker, donc qui sera proposé en standard dans Windows 11. Donc il y aura la version gratuite qui sera installée, et jusqu'à présent on pouvait faire que du 720p avec du 480, pardon, qu'est-ce que je dis, du 480p. C'est moche. En version standard, il fallait payer au minimum 9 € par mois pour avoir une version supérieure. Et bien avec la version gratuite, on pourra enfin passer en 1080p, donc ce qui fera un outil qui sera qui sera vraiment intéressant, quoi. Oui, enfin quelque chose d'utilisable. Voilà, pour faire ces petits montages de famille, d'anniversaire. C'est pas pour faire du montage YouTube de streamers fous ou ce genre de choses, mais pour faire ces petits montages de famille, d'anniversaire ou ce genre de choses, c'est largement suffisant et ça fait des choses assez sympas quand même. Est-ce que toi tu l'as essayé quand même pour nous en parler autant ? Je l'ai essayé, on va dire 10 minutes, mais bon, moi comme j'ai une version d'un éditeur concurrent qui commence par Adobe et qui finit par Ink, oui. Donc j'ai pas vraiment besoin de ce genre d'outil, quoi. Ouais, non, mais c'est juste pour le tester, pour pouvoir comparer ce qu'il est possible de faire. Mais déjà, c'est quand même bien qu'il propose le 1080p pour les utilisateurs de Windows 11. Ouais, alors faut savoir que c'est une application PWA, hein, donc c'est une application web. Donc vous pouvez aussi bien l'installer avec le Windows Store ou aller directement sur le site de Clipchamp et l'installer, quoi. Merci beaucoup Richard. Alors une autre info qui change complètement, on reste sur ordinateur mais on passe sur le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une fonctionnalité qui est apparue sur les consoles de dernière génération de Microsoft, c'est la fonction de Direct Storage, une API en fait qui permet d'accéder hyper rapidement, de faire communiquer plus rapidement le disque dur, le SSD NVMe avec la carte graphique. Et cette API est enfin en version finale sous Windows 11 et Microsoft promet de réduire à peau de chagrin les temps de chargement des jeux. Donc ça pourrait être un truc quand même assez sympathique, mais il faudra que les développeurs maintenant implémentent cette fonctionnalité
pour que les jeux tirent profit des SSD NVMe, pour que le temps de chargement soit réduit à 3 fois rien. Voilà, donc ça, c'est pour tirer parti du PCI Express 3 ou 4 pour bénéficier du maximum de la vitesse. Et par contre, si vous avez des disques durs qui ne respectent pas ce format, je suis pas sûr que ce soit encore intéressant pour nous, parce que je n'ai pas de NVMe, moi, sur ma vieille machine. Voilà. Richard, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Ah oui, bon, faut savoir, c'est une API uniquement disponible en C++, donc faut déjà avoir des codeurs C++ pour pouvoir en tirer avantage. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est jeu, jusqu'à présent, on parle principalement et presque uniquement des vitesses des cartes graphiques. Oui. Mais c'est vrai que la vitesse d'accès au disque dur est quelque chose de très important. Bon, pour la sauvegarde des jeux, mais aussi, j'allais dire, pour avoir des mondes qui soient fluides, ça permettra au lieu de charger, d'avoir un temps de chargement quand on passe d'une partie d'un monde à une autre, de pouvoir le faire, j'allais dire, en background très rapidement et d'avoir l'impression de n'avoir qu'un seul monde, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, après, moi je sais, pour jouer encore sur une Xbox One, les temps de chargement sont affreux sur certains jeux. Oui, le dernier Assassin's Creed, par exemple, quand je le lance et que quelqu'un a joué à un autre jeu, donc que j'ai pas le Quick Resume, c'est juste affreux. Je mets 5 minutes quasiment à pouvoir jouer. Alors que tu te dis, je lance mon jeu, j'ai envie de jouer tout de suite. Oui. Mais bon, voilà. Et puis ça, sur PC, après je me dis peut-être que les applications aussi de montage vidéo vont pouvoir bénéficier de ça. Parce que, je sais pas toi, mais moi je sais que quand je produis mes vidéos, je les encode en passant par la carte graphique et j'ai un temps qui est bien réduit comparé à si je passais par le processeur. Et je me dis que si je pouvais passer peut-être encore plus rapidement, peut-être que ça pourrait être bénéfique, notamment pour les gens qui ont des cartes graphiques type 3080, peut-être que ça pourrait aller encore plus vite que ma vieille 1050 Ti et donc utiliser plus de bande passante entre le SSD et la carte graphique. Je sais pas ce que t'en dis, est-ce que c'est possible ça ? Je pense que dans ces cas-là, il faudrait que ce soit les drivers de la carte graphique qui puissent qui prennent en compte ce type d'API. Parce que ton driver de ta carte graphique, il sert essentiellement pour l'encodage. Donc c'est là où il travaille pour encoder toute ta vidéo. Mais alors c'est lui qui a l'accès à la vidéo. Donc je pense que c'est plus au niveau du driver, enfin je dis peut-être une grosse bêtise, mais je pense que c'est plus au niveau du driver qu'il y aura quelque chose à faire pour qu'il en tire parti, quoi. Mais ça arrivera peut-être plus vite que les jeux, parce que là je pense que les jeux tirant parti de ça, c'est pas avant la fin de l'année. Alors normalement il y a AMD qui devait montrer un jeu là à la GDC 2022. C'était Forspoken qui devait le montrer, mais bon j'ai pas vu tourner ça, donc je reste au conditionnel. Voilà, mais bon c'est quelque chose que je trouve intéressant, que les technos qui ont été développés sur les consoles arrivent sur PC pour nous finalement pour nous faciliter un petit peu la vie de joueur. Mais une console, c'est un PC maintenant mis dans une boîte un peu particulière, hein. Oui. Voilà, de plus en plus, hein. En espérant que le bloc-notes pourra en tirer parti. en mode sombre. En mode sombre. Voilà. Florian, s'il nous entend. Allez, on va passer à la partie 2, on va parler un petit peu de Microsoft. Alors je sais pas si tu avais vu ça, Richard, il y a OVH qui a porté plainte récemment devant la Commission européenne pour position de dominante contre Microsoft, et notamment contre sa manière d'exploiter les licences comme celle de la suite Office et la manière dont tournent ses outils sur les plateformes concurrentes à Azure. En fait, OVH reproche que les gestions de licences sont donc moins faciles à utiliser, et surtout que les outils sont dégradés comparé à ce qu'on pourrait avoir sur Azure. Alors c'est vrai que je n'utilise ni sur Azure ni sur OVH ce genre d'outils, je n'ai pas de licence là-bas, moi j'en ai pas ressenti l'effet, mais toi qui as peut-être plus de relations professionnelles qui pourraient utiliser ça, est-ce que tu as eu des infos ou pas, ou des retours ? Non, j'ai rien eu de spécial, mais je crois que c'est un consortium dont OVH fait partie. Alors OVH est le leader, oui. Ouais. Donc, oui, c'est le leader de la révolte, de la gronde.
Ouais, bon, je pense qu'on en parle beaucoup en France, mais je crois que ça va pas aller beaucoup plus loin. Bon, c'est de bonne guerre, hein, et puis je pense qu'ils n'ont pas forcément tort dans ce qu'ils réclament. D'un côté comme de l'autre, il y a toujours des petites piques comme ça qui se mettent en place pour des positions qui sont aussi pas forcément très claires. Donc bon, pourquoi pas, je sais pas où ça va aller, ce genre de choses, mais je pense que dans un an on n'en reparlera plus ou ça risque de faire plop. D'accord, ok. Bah écoute, on verra. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu Slack qui s'était retourné contre Microsoft en 2020, Nextcloud qui s'était retourné contre Microsoft l'an dernier, donc ça continue. Ça a donné quoi ? Et je pense qu'on n'en entend plus parler, donc ils ont peut-être trouvé des résolutions à l'amiable aussi. Oui. Vu que c'était sur le sol américain, là le coup de OVH, vu que ça se passe devant la Commission européenne, peut-être qu'on entendra parler autrement, parce que là les GAFAM en ce moment se faisaient tirer dessus un petit peu à boulet rouge. Hein. Oui. Il n'y a que Microsoft qui avait réussi à passer un petit peu entre les gouttes, et là bim, ça y est, il y a OVH et les boîtes concernées, enfin les boîtes liées à OVH qui leur sont tombées dessus. Bon. Autre chose, rapidement, Richard, j'ai vu qu'on n'était ni spécialiste, ni toi ni moi de cette information, c'est le groupe Lapsus qui a réussi à pirater une partie des données de Microsoft, donc avec beaucoup de codes sources d'applications. De mémoire, il y avait Bing, entre autres, mais bon, qui veut voler le code source de Bing ? Je me pose la question. Je sais pas si tu as une réponse à ça. Si, Google, certainement. Oui, pour améliorer leur moteur. A priori, aucune donnée personnelle d'utilisateur n'a été compromise, donc vous n'avez pas besoin de changer vos mots de passe Microsoft. Tout va bien de ce côté-là. Ce qui est drôle, c'est que la faille a été, la fuite a été découverte parce que ces pignoufs de Lapsus se sont vantés sur les réseaux sociaux qu'ils avaient trouvé une faille. Donc c'est clair. Ils auraient fermé leur bouche, ils auraient pu peut-être provoquer beaucoup plus de dégâts, mais bon, là, a priori, ça reste assez peu méchant. Oui. Et on continue, cette fois-ci, sur quelque chose de quand même beaucoup plus sympa, je pense, c'est le Surface Laptop Studio. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet appareil avait été présenté à la dernière conférence Surface et il n'était pas encore disponible en France. Là, maintenant, c'est le cas. Vous pouvez le trouver à partir de 1 700 € sur le site d'Amazon. 1 520 si vous êtes étudiant ou si vous avez un compte qui est reconnu comme éducation sur le site de Microsoft. Donc, ça commence à faire une petite réduc sympa. Et c'est l'appareil, Richard, qui est un ordinateur portable, donc qui a son écran et son clavier qui sont attachés, mais qui a comme le Surface Studio la possibilité de faire glisser l'écran vers l'avant pour passer d'un ordinateur portable à une tablette sur laquelle vous pouvez écrire grâce à son écran qui est tactile, bien sûr, grâce au stylet que vous achetez en option pour 120 et quelques euros. Je trouve que ça fait cher le stylet, mais c'est pas le sujet de la news. On en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer. Cet appareil, Richard, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, j'ai le Surface Book 3, donc il y a un form factor qui est différent avec cet écran qui se détache. J'allais dire, moi, le form factor du Surface Studio, enfin du Surface Laptop Studio, faut les mettre dans le bon sens. Oui. Je demande à voir physiquement pour me positionner. Bon, pourquoi pas. Je pense qu'il va combler quand même un petit inconvénient qu'on a avec le Surface Book 3. C'est que avec le Surface Book 3, comme l'écran se détache, si vous avez des applications qui sont lancées, certaines applications vont vous interdire de détacher l'écran. Parce qu'il travaille sur plus de mémoire vive. La carte graphique de la base. Oui, je sais pas, ouais. Donc, pourtant, c'est avec des outils comme Visual Studio, ce genre de choses, qui m'interdisaient de faire ça. Ça va beaucoup mieux d'ailleurs avec Windows 11 qu'avec Windows 10. Ils ont fait des progrès à ce niveau-là. J'ai beaucoup moins cette impossibilité. Mais donc, bon, là, je pense que comme l'ensemble est toujours monolithique, entre guillemets,
ce défaut n'existe pas. Moi j'aime bien l'idée de la tablette là qu'on peut enlever, non pas pour me balader avec l'écran parce que j'ai la version 15 pouces et donc c'est une version 15 pouces en tablette, c'est un peu lourd et puis c'est assez encombrant, mais pour la mettre dans l'autre sens et puis pour regarder des films comme ça tranquille dans le train ou dans sa chambre d'hôtel, c'était assez sympa. Mais bon, pourquoi pas le Surface Laptop. Ce qui fait en plus, au niveau prix, par rapport au Book 3, il est bien moins cher. Hein. Moi, je sais que j'en ai eu pour... j'avais pris une version assez costaud, j'en ai eu pour plus de 3000 €. Et là, ah oui, quand même. Ouais, là, la version, je vois la version iCore 7 avec 16 mégas de RAM et 512 SSD. Non, giga. Oui, giga, oui, pardon. Avec t'as dit 16 mégas, ça fait un peu faible. Oui, ça... Et avec la GeForce RTX 3050 de Nvidia, là, on est à moins de 2000 €. Donc, bon, c'est pas un outil qui est gratuit, mais c'est déjà moins cher par rapport au Book 3, quoi. C'est clair. Après, moi j'ai regardé un petit peu au niveau des connectiques, il est un petit peu limité. Alors, ça s'entend aussi parce qu'on a un appareil qui est ultra compact. Hein. On a 2 ports USB-C en USB 4, si je dis pas de bêtises, et on a un port combo jack pour et le micro et le casque, et on a le connecteur Surface, ou en tout cas un connecteur particulier, et je crois qu'on n'a pas autre chose comme connectique, ce qui est un petit peu dommage parce que la version d'entrée de gamme n'a que 256 Go de stockage, et on ne peut pas étendre la mémoire par exemple avec une carte SD ou une micro SD comme on pouvait faire sur une Surface Pro par exemple. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Bah c'est la même chose pour le Book 3. J'ai que 3 ports USB. Et puis le connecteur de la Surface. Moi je le connecte avec quand je suis au bureau, je le connecte avec le dock. Donc là, ça permet d'étendre le nombre de connectiques, quoi. Et même avec le dock, je trouve que j'en ai pas assez. Donc D'accord. Ouais. Non, mais tu vois, moi, c'est vraiment pour... Ouais, c'est la mémoire, enfin le stockage. Je me dis par exemple, si tu as un drive un petit peu gros, ça peut être sympa d'avoir ton drive sur une carte SD ou sur une carte micro SD. Par exemple, c'est le Surface Laptop, il me semble, si je dis pas de bêtises, enfin j'en suis quasiment sûr, hein, que lui dispose d'un port SD, donc tu peux mettre facilement 256 Go de stockage en plus. Ouais. Quitte à la démonter quand tu as besoin pour mettre autre chose, mais tu as cette possibilité d'avoir quand même de la place en plus. Parce que j'avais regardé, tu passes l'entrée de gamme, donc tu es à 256 Go de stockage, pour avoir 512 Go, tu rajoutes 130 € de mémoire. Oui, ça passe. Là, je suis sur le site de Microsoft, là, le site officiel, là, c'est 1529 pour la mais là, t'es en prix étudiant, là. Non. Je suis en prix normal. 1699 la version de base. Oui, mais quand tu as il y a une promo. Il y a une promo là sur le site officiel. Là, j'ai vu une. Il y avait une petite annonce là disant qu'il y avait une promo. Donc là, il est à 1529,10 exactement avec la TVA. Ouais. Et pour la version en 512 Go, il passe à 1709. Et la version que je pense qu'il a la minimum à utiliser pour ce genre de machine, c'est-à-dire avec la carte graphique Nvidia et 512 Go, c'est 1979. Donc sous les 2000 €. 2000 balles. Ouais, enfin, tu peux considérer que ça fait 2000 €. Avec le stylet. Ça fait une belle bête, mais qui n'est pas donnée quand même si elle est moins onéreuse que le Surface Book. Ok, d'autres choses à rajouter sur cet appareil, Richard ? Non, à part que j'aimerais bien le voir. Oui, moi aussi j'aimerais bien le tester. Hein. Mais non, j'aime bien ces 3 positions. Position laptop normal, position de visionnage. En fait, tu as l'écran qui se met à moitié à peu près et qui s'arrête devant ton pad. Et tu as des aimants qui vont tenir l'écran pour pas que ça bouge. Et ensuite, complètement déplié avec le mode tablette. Bref, un jour Microsoft nous enverra un modèle de test. On pourra vous en parler. Deux, d'accord, un pour toi, un pour moi. Voilà. Ça marche. Allez, Richard, je te propose de terminer avec la partie Xbox.
Alors c'est une bonne nouvelle pour les Xbox. Sur le dernier mois, le mois de février, c'est Xbox qui a pris la tête des ventes face à Sony, que ce soit sur les consoles de salon, sur le territoire américain et sur le territoire européen. Alors, faut être modeste quand même là-dessus. Les chiffres de vente sur ces territoires, ils dépendent quand même de l'approvisionnement des différents constructeurs sur les machines. Et il suffit que Sony ait décidé de privilégier peut-être le marché asiatique plus que le marché européen ou américain pour que Microsoft puisse passer devant. Mais on a quand même une explication qui est intéressante, c'est le fait que Microsoft ait proposé la Xbox Series S, donc la petite version de la console, qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus disponible, enfin qui est facilement disponible sur le marché, et qui se vend très très bien. Donc comme quoi les gens ne veulent pas forcément des machines de guerre et contrairement à ce que moi je voudrais, ne veulent pas forcément de lecteurs multimédia sur leur console. Bon. Ouais, bah c'est... Toi tu... moi j'attends toujours la X, donc... Bah je sais, hein. T'as toujours pas trouvé? Bon, je vais pas chercher. De temps en temps, je vais voir, et puis à chaque fois, je tombe sur n'est pas en stock, et à chaque fois qu'on cherche une. Maintenant, même la série S, il faut aller sur les achats en location longue durée de la Fnac ou ce genre de choses pour les avoir, quoi. D'accord. Bah, ça marche, c'est victime de son succès. Ouais. Et puis Microsoft a dû en utiliser pas mal aussi pour son xCloud. Oui. Et oui. D'ailleurs, xCloud sur lequel vous allez pouvoir jouer, même sur votre Steam Deck. Si vous avez acheté la console, alors c'est Steam qui produit ça, forcément, vu le nom. Vous allez pouvoir utiliser le xCloud sur votre Steam Deck grâce au navigateur Edge en version dev, en version bêta. Et bon, il y a une petite bidouille à faire qui est expliquée sur le site de Microsoft pour pouvoir faire tout ça. Et je trouve ça sympa que Microsoft puisse proposer ces outils partout, même sur les plateformes concurrentes. On pourrait dire merci le web, quoi. Oui, c'est surtout ils aident cette pauvre Steam Deck qui... Alors, quand je dis cette pauvre Steam Deck, parce que je sais pas si tu as vu le prix de la bête. Quand même, non. C'est dans les 400 €, donc ouais. c'est pas quelque chose de gratuit. Et donc bon, techniquement parlant, je crois qu'il y a des problèmes au niveau de l'interface, ils ont des petits bugs, etc., qui font que c'est un petit peu pénible à utiliser. Et puis surtout, je crois qu'ils ont un gros problème, c'est au niveau durée de vie. Enfin, durée de la batterie, où là, on serait... ouais, voilà, merci. Au niveau autonomie... Avec plaisir. Où ils sont... il y a eu des tests où ils étaient en dessous de 2 heures d'autonomie. Donc, pour une console qui se veut portable et à utiliser justement dans le train ou ce genre de choses, on n'a pas intérêt à ce que le RER soit en panne le matin, si on veut pouvoir jouer tout le temps, quoi. C'est clair. Puis le RER encore soit, ça devrait pas être un trajet trop long. Mais j'imagine le gars qui se fait son trajet en train à travers la France, tu vas faire Marseille-Lille, tu vas la recharger 15 fois. En fait, t'as intérêt à avoir un siège avec une prise électrique. Hein. Oui, absolument, oui. Donc, je sais pas. Mal barré. Pour un truc à 400 €, je trouve que c'est un peu fort de café, quoi. Ouais. Bon, on ne peut toujours pas jouer à xCloud, je crois, sur la Switch. Hein, c'est dommage. Ça, j'en sais rien du tout. Ah, t'as pas de Switch, toi non plus. Non, je suis pas Nintendo comme jeu. Ouais. Bon, allez, on va continuer avec une autre news cette fois-ci. Peut-être qui t'intéressera plus, je ne sais pas. C'est Microsoft qui a annoncé très récemment, qui a confirmé ce que l'on pensait, la création d'une nouvelle branche dans la partie jeu, la Cloud Native. C'est une branche qui se destine à produire des jeux qui sont pensés avant tout pour le cloud. Vraiment, c'est pas des jeux qui existent ailleurs et qui seront portés ensuite sur xCloud. Non, c'est vraiment une nouvelle manière de jouer. Donc avec peut-être des fonctionnalités différentes selon le device que vous pouvez utiliser ou le moment auquel vous jouez. Et pour lancer ça, Microsoft a choisi la personne de Kim Swift pour diriger cette section. Et c'est une personne qui a travaillé chez Google pour Stadia évidemment, mais qui a aussi un passé chez Valve où elle avait travaillé chez Portal et Left 4 Dead 1 et 2. Alors, moi je la connaissais pas, je l'ai découverte avec cette information, mais je trouve ça quand même intéressant que Microsoft pousse vraiment sur cette nouvelle manière de jouer où ils vont peut-être arriver à proposer quelque chose de novateur si selon le device que tu utilises, tu as vraiment une partie du jeu différente. Je trouve que ça peut être assez sympathique. Je sais pas ce que t'en dis, toi.
Oui, ben, je pense que, moi j'ai retesté encore hier le cloud gaming et c'est vrai que c'est assez fabuleux. Là, je l'ai testé avec ma Xbox, je veux pas dire première du nom, mais ta One. Oui, avec la Xbox One sur un écran 4K pour en profiter de jeux avec avec les détails à fond. J'ai essayé encore une fois Flight Simulator, c'est vraiment extraordinaire quoi, et on peut en profiter et c'est super fluide, ça répond bien. Ils ont fait énormément de progrès au niveau de toute cette fluidité et de l'interface, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ils sont bien en avance par rapport à Google Stadia, si paix à son âme. Je sais pas si tu crois que ça avance encore Stadia ou ça y est, c'est enterré? Je sais pas, mais ça fait longtemps qu'ils en ont pas parlé quoi. C'est clair. Donc du coup, Sony, eux, de leur côté, sont toujours en phase de développement. Il n'y a rien de bien officiel sur des dates de sortie de leur, je sais plus comment ça s'appelle, l'équivalent de c'est pas PlayStation Now, non, c'est encore autre chose. Bon, mais bref. Après, donc, oui. Pour l'instant, ils ont pas de concurrent quoi. C'est pas comme on dit souvent que c'est le Netflix. Ça va être l'équivalent du Netflix avec le Game Pass du jeu vidéo. Pour l'instant, il y a personne en face quoi. Mais comme au début de Netflix, c'était les seuls. Et ensuite, t'as Prime qui est arrivé, puis t'as tous les autres services qui se rajoutent et qui font que t'es obligé d'avoir 15 000 licences, enfin 15 000 abonnements. Et après, technologiquement parlant, c'est pas quelque chose qui se met en place assez facilement. Ils ont l'avantage de pouvoir tourner sur tous les serveurs d'Azure. Ils ont tout ce qu'il faut à leur disposition. Donc, ils gèrent tout de A à Z. Voilà. Alors bon, des fois, quand ils gèrent tout de A à Z, ils font des grosses daubes. mais là, ils ont l'air d'être sur la bonne voie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Richard. Puis on a aussi une rumeur qui parlait de l'arrivée potentielle d'Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear, qui pourrait rejoindre l'aventure du cloud native, donc peut-être chez Microsoft. Alors on parlait de lui à la base chez Stadia, mais bon, vu l'avancée de Stadia, peut-être que Microsoft et xCloud récupéreraient l'arrivée de monsieur Hideo Kojima. Donc pour les amateurs de Metal Gear, ça peut être un bon point. Moi, j'avoue que c'est pas la série qui m'a le plus transporté comme jeu. Tu mets ça cette news sur le comment s'appelle, sur le cloud avec les API pour attaquer les SSD. Tu peux imaginer des jeux dans des mondes véritablement infinis, tout ça en 4K, 8K sur ta télé avec une console qui coûtera bien moins cher que la Steam Deck quoi. Ça sera même plus forcément une console, ça sera peut-être juste un truc qui réussit à recevoir le flux depuis xCloud et puis basta. Oui, et puis il faudra la fibre, n'est-ce pas monsieur? Oui, il faudra la fibre. Oui, bon, ça va, sois pas désagréable non plus. J'ai rien dit de méchant. Bon, Richard, pour la peine, je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. Oui. Je te remercie d'avoir été là. On a encore une pensée pour notre Florian qui n'a pas pu être présent ce soir. Je pense qu'il s'est noyé dans la baignoire. Non, je pense qu'il s'est noyé sous le boulot. Oui. Le pauvre. C'est plus honorable. Et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, donc ça fera mi-avril. Allez, portez-vous bien. Richard, encore merci. À très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ça.